Coucou les addicts, bienvenue à vous. Ce soir, on parle de l'épisode 6 de la saison 7, Confluence. On se retrouve ce 15 décembre pour un chat en direct. Je vous encourage à venir discuter avec nous si vous êtes là. Il suffit d'un compte Google et d'être abonné à ma chaîne, c'est rien de plus facile que ça. Et je voudrais accueillir chaleureusement tous les nouveaux pour qui c'est la première fois. Bienvenue à vous et coucou à ceux qui me suivent depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Qu'allez-vous trouver dans cette vidéo ? Comme d'habitude, en fait. Bah oui. Mais encore, allez-vous me dire, eh bien comme dans les 80 autres décryptages d'épisodes. Et là, j'ai du mal à croire que je suis en train de dire ça. 80 décryptages. Aurais-je encore l'énergie et la passion pour aller jusqu'à 100 ? Allez, on y croit. Surtout qu'à la fin de la série, je crois qu'on en sera à 101 épisodes. Donc, il y a moyen, hein. Je disais donc, comme dans les 80 autres décryptages d'épisodes, j'analyse l'épisode en détail, les dialogues, les intrigues, les personnages, les décors, la musique, tout. Le tout enrichi d'anecdotes, de faits historiques, d'infos délivrées par la production ou les acteurs. Et j'en profite, je parle de 80 décryptages, ils sont tous sur la chaîne YouTube, donc s'il y a des épisodes en particulier qui vous intéressent, qui vous intriguent, pour lesquels vous voulez des anecdotes, eh bien, cherchez par le nom d'épisode avec la petite loupe sur ma chaîne YouTube et vous retrouvez tout ça. Je commence par des infos générales sur l'épisode et je vous donne mon ressenti général et ensuite je vous parle de mon top et de mon flop de l'épisode. Après mon top et mon flop, je développe des thèmes qui me permettent d'entrer en profondeur dans certaines scènes, certains personnages, certains dialogues. Et avant ma conclusion, vous entendrez les commentaires vocaux de certains addicts de ma communauté Patreon, tout en profitant d'une illustration de Peach Mani qui prendra forme sous vos yeux. Alors, fait spécial pour ce décryptage, vous allez devoir deviner quelle scène elle a choisie pour cet épisode. Et la première personne qui trouvera de quelle scène il s'agit, eh bien, se verra offrir l'illustration au format 15-15, sous forme un peu carte postale carrée. Je profite de cette introduction pour vous dire que mes décryptages sont en format podcast sur toutes les bonnes plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast par exemple. C'est parfois plus pratique quand on veut écouter tout en faisant autre chose sur son téléphone en même temps, ce que ne permet pas YouTube. Les fêtes approchent, il reste 2 épisodes à décrypter sur ceux qui ont été diffusés cet été, de la saison 7, première partie, et on se retrouvera en 2024 pour la suite. Épisodes 7 et 8, je ferai ça au mois de janvier, et j'espère aussi que la suite de la saison 7 ne tardera pas trop à être diffusée sur nos écrans, et je me languis en fait à cette heure-ci d'avoir des infos concrètes. Mais passons plutôt à Confluence. Et on commence avec des impressions générales. Cet épisode a été écrit par Sarah H. Oates, une scénariste qui a écrit la moitié des 128 épisodes de la série Bull. C'est une série de la chaîne CBS qui a été diffusée sur M6. Alors vous connaissez peut-être, moi j'avoue que non, c'est pas une série que j'ai regardée. Et pour la réalisatrice, eh bien, c'est la même que pour l'épisode 5, Tracy Deer. J'ai donné quelques infos dans le dernier décryptage. Cet épisode est moins long que les précédents, avec 51 minutes environ, alors qu'en moyenne, généralement, on a 55 minutes, parfois 58, 59. Donc là, c'est quand même vraiment plus court. Et je vous parle un peu du titre. Le titre en VO a longtemps été Ticonderoga, avant que les auteurs décident de trouver un titre plus subtil. Alors cela dit, ils sont en phase avec leur titre initial. En effet, Where the Waters Meet, en iroquois, c'est Ticonderoga. Et ça signifie à la jonction de 2 cours d'eau. Et je suis assez fière de moi car je l'avais deviné lorsque Starz a dévoilé les titres de ces épisodes. Bon, au-delà de ça, je trouve que le titre français est particulièrement bien choisi. Ça rend la même idée, confluence des cours d'eau qui se croisent. Et finalement, pas que. En fait, il y a une nuance aussi, confluence. Les personnages se croisent aussi, de manière fortuite ou provoquée. Et je pense notamment à William et Simon Fraser, à Claire et William, Yann et William, Jamie et Daniel Morgan, Roger et Menzies, le professeur, enfin le directeur d'école plutôt, Roger et Rob Cameron, et Roger et le Nuclavi. Et je me rends compte qu'à l'énoncé de cette liste, on prend la mesure des personnages qui sont mis en avant dans l'épisode. William au XVIIIe siècle et Roger au XXe siècle.
De nouveaux jalons sont posés pour la suite dans cet épisode. Donc ça manque parfois un peu de profondeur. Les scènes se multiplient, s'enchaînent, et ça me donne l'impression que certaines scènes sont là juste pour amener certains événements. Et je vous donne un exemple, Madame Raven, par exemple, cette dame que Claire soignait dans l'épisode précédent et qui disait que c'était les nerfs, en fait. Ce personnage secondaire sert l'objectif d'amener l'enlèvement de Claire par les Anglais pour qu'elle puisse rencontrer William dans le fort Ticonderoga. Et puis Madame Raven sert aussi un petit peu un deuxième objectif plus sous-jacent, parce que quand elle est dans la barque et qu'elle ne veut pas en descendre, elle est avec Rachel qui... elle parle de Yann, Madame Raven est effrayée par Yann qui a ce look d'Indien, et Rachel lui dit mais non, c'est un agneau, il est tout gentil, et ça montre voilà le fait que Rachel a confiance en Yann, mais c'est très secondaire. Et je suis aussi moins fan des transitions entre le XVIIIe et le XXe siècle. J'en avais parlé, alors je ne sais plus si c'était dans le dernier décryptage, épisode 5 ou 4, peu importe, mais je trouve que c'est moins soigné là dans cet épisode et moins travaillé. J'ai aussi quelques problèmes avec le montage, et pourtant, comme je l'ai dit, l'épisode est plus court que les autres, et donc les auteurs ne manquaient pas de temps pour fignoler et affiner certaines choses. Alors, pour en revenir à quelque chose de plus positif, je voulais relever les costumes et la coiffure de Claire. Et je trouve que ça fait très working woman. Vous savez, la femme en action, la femme qui travaille. Elle s'occupe des autres, et son look dans l'épisode reflète vraiment beaucoup ça. Ce grand manteau est presque comme un uniforme militaire pour elle. Elle ressemble pas vraiment à une prisonnière. Parlons un peu des lieux. Il y a une sorte d'unicité de lieu, en tout cas pour tout ce qui se passe au XVIIIe siècle. Tout se passe au fort ou en proximité immédiate du fort. Mention spéciale quand même à l'école de Jem, du petit Jem, qui fait vraiment pour le coup très années 80, les dessins au mur, ces petits bancs, enfin vraiment, je sais pas si ça, enfin moi je suis de cette génération qui a été à l'école primaire dans les années 80, et c'est tout à fait ça, quoi, vraiment. Voilà, j'en ai fini pour mes impressions générales. Passons à mon top et à mon flop. Mon flop, c'est la confusion sur la chronologie des événements dans la fuite des Continentaux, dans la forêt, avec la lumière, qui indique parfois le jour et parfois la nuit. Franchement, je ne sais pas si ça vous a choqué comme moi, mais c'est vraiment très très bizarre. Lorsque les Continentaux débarquent avec Claire et Jamie et qu'ils se dispersent, on est en plein jour, il y a même du soleil qui filtre à travers la forêt. Quand Claire s'inquiète de la disparition de Madame Raven, c'est pareil, on est encore en plein jour. Et puis, juste après la scène de Roger à l'école, donc il y a quand même une coupure 18e, 20e, on revient au 18e, et là c'est le soleil couchant, on voit Jamie qui tue un Anglais, on voit Claire qui cherche et puis trouve Madame Raven, il y a encore un peu de lumière, mais voilà. La nuit commence à tomber, c'est le soleil couchant. Et puis, Ian et Jamie croisent Denzel, qui leur dit que Claire est partie à la recherche de Madame Raven. On perçoit à ce moment-là, dans cette scène, les efforts pour assombrir les images, et notamment sur les personnages. Mais on voit le soleil filtrer à travers les arbres, donc probablement que ça a été tourné en plein jour et qu'ensuite ils ont assombri. Mais le plan d'après, Ian et Jamie courent, donc ils s'approchent de Madame Raven, ils sont tout près de l'endroit où elle s'est donné la mort, mais c'est en plein jour. Alors, soleil hyper franc dans la forêt, lorsqu'ils trouvent le corps de Madame Raven. Très bizarre. Est-ce que finalement ils ont cherché Claire toute la nuit ? Ça semble bizarre puisque Denzel ne s'est pas tant éloigné que ça de l'endroit où Claire et Madame Raven se sont recroisées. Donc bon, bref. Et j'ai ce même sentiment étrange dans la scène qui suit la fuite de Claire et Yann du fort. Lorsqu'ils quittent William, c'est plein jour, et lorsqu'ils retrouvent Jamie, c'est vraiment la nuit tombante. Et je trouve ça bizarre parce que Jamie était vraiment très proche du fort, puisqu'il a décoché ses flèches et qu'elles ont facilement atteint des charrettes à l'intérieur du fort. Voilà, ça c'était mon flop. Et mon top, mon top c'est Claire en action. Et j'ai envie de dire, enfin,
Jusqu'à présent, ce personnage était un tout petit peu en dedans. Pas la Claire qu'on connaissait, pas la Claire à la manœuvre ou aux prises de décision. Et je vous refais un peu la récap de la saison 7. Dans l'épisode 1, elle est prisonnière et secourue, pas maîtresse de son destin, même si elle balance une insulte bien sentie au Major McDonald. Et là, c'était un peu la signature Claire. Dans l'épisode 2, elle doit annoncer la maladie de Mandy à sa famille et elle subit le départ de ses enfants. Et elle ne peut pas non plus empêcher l'incendie de la grande maison. Donc, totale impuissance pour Claire. Dans l'épisode 3, elle subit le drame de la mort de Madame Bug. Elle est un peu contrainte de chanter par Monsieur Bug, et elle se voit proposer le projet de repartir en Écosse par Jamie. Et là, j'ai envie de chanter « J'irai où tu iras ». Mais ce n'est pas son choix, et elle exprime clairement qu'elle voudra revenir au Ridge un jour. Dans l'épisode 4, Tom Christie s'impose à elle, et de quelle manière, on en a parlé. Jamie se fait enrôler et elle n'a pas d'autre choix que de se ranger à sa décision. Enfin, franchement, que pourrait-elle faire d'autre? Elle va pas retourner en Écosse toute seule. Dans l'épisode 5, elle est sous les ordres du lieutenant Stacto, clairement bridée dans ses mouvements et ses velléités de pratiquer sa médecine, en fait. Dans tous ces épisodes, elle a ce rôle de l'oreille attentive et réconfortante, auprès de Ian notamment, et on revoit aussi l'empathie de la soignante avec Walter dans l'épisode 5. Et bien sûr dans celui-ci aussi. Et cet épisode 6 nous permet de retrouver Claire, seule. Elle prend les choses en main à la manière Claire, entre guillemets. Une bouclée qui donne des ordres comme un sergent-major. J'adore cette réplique, c'est certainement la meilleure réplique de l'épisode. Et sur le camp, elle se donne la mission de prendre soin des prisonniers continentaux avec qui elle est parquée. J'ai choisi ce mot volontairement parce que franchement, là où sont placés ces prisonniers, alors ça fait pas vraiment prison, n'importe qui peut enjamber les petites barrières, ça fait plutôt, je sais même pas parc à poules, mais parc à cochons en fait. Et là, Claire n'a peur de personne, elle exige de l'eau face au jeune soldat britannique qui ne sait plus trop à qui il doit obéir. Et idem quand elle interpelle un officier en tunique rouge qui s'avère être William, mais on reparlera de cette scène. Et on reconnaît aussi bien notre Claire lorsqu'elle est auprès de Walter. Elle ne lui cache pas la gravité de son état, mais fait tout pour tout ce qui est en son pouvoir pour apaiser ses souffrances et l'aider à partir en paix. Et ce procédé qui consiste à faire parler le mourant des moments heureux de sa vie, elle l'a déjà employé plusieurs fois, on l'a déjà vu plusieurs fois dans la série, et on se souvient notamment de Geordie, l'homme du clan Mackenzie dans la saison 1, ami de Dougal et blessé par un sanglier. Et puis aussi de Rufus, l'esclave de la plantation de Jocasta. La présence de Walter, ce personnage, ancre Claire dans son rôle de soignante, de médecin, de personne qui se soucie des autres. C'est la raison d'être, à mon avis, de ce personnage secondaire, de Walter. En tout cas, jusque-là. À l'inverse, Jamie a moins de temps d'écran, et je pense qu'il en a laissé pour son fils William, en fait. Et ce qui m'amène à traiter mes thèmes et à mon premier thème, vous allez voir. Et pour mon premier thème, j'ai choisi de vous parler de Jamie. Le rôle de Jamie est-il bien servi malgré le peu de temps d'écran pour ce personnage dans l'épisode? C'était un des reproches que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux au moment de la diffusion de l'épisode. Jamie est moins visible, c'est vrai. Pour autant, il endosse un rôle très noble, comme d'habitude. C'est lui qui mène la fuite des civils de Ticonderoga. Avec Ian, ce sont les deux seuls soldats en charge. Et lorsqu'ils entendent des cris d'Indiens dans la forêt, c'est Jamie et Ian qui vont voir ce qui se passe. On comprend aussi, même si on ne voit pas tout, qu'ils ont éliminé les assaillants anglais et qu'ils ont contribué... soit qu'ils les ont éliminés ou qu'ils ont contribué à les mettre en fuite. Un rôle de protecteur des civils, donc. Un beau rôle. Ensuite, pour la mise en place du plan de sauvetage de Claire, il se laisse facilement convaincre par Ian que c'est lui qui doit entrer dans le fort. Et c'est la deuxième fois cette saison qu'il laisse quelqu'un d'autre venir au secours de Claire. Rappelez-vous, il avait consenti à laisser Tom Christie aller sur le bateau où Claire était captive dans l'épisode 1. Et cette fois encore, on ressent que c'est une sage décision de la part de Jamie. L'argument de Ian est imparable, c'est un fait historique. Certaines tribus indiennes ont rallié les Britanniques, d'autres les Continentaux, mais en ce qui concerne les Mohawks, les Iroquois, ils soutenaient les Anglais. Ian peut donc se fondre parmi les combattants indiens présents dans le fort sans risquer d'être démasqué.
Joseph Brandt, hein, dont on a entendu parler, je crois, dans l'épisode Singapour, qui est un chef de tribu, est l'homme qui a rallié les tribus iroquoises à la cause anglaise. Hein. Il a une histoire importante et une personnalité connue de l'histoire américaine et canadienne aussi. Diana Gabaldon a intégré des éléments historiques le concernant dans ses livres. Joseph Brandt a notamment rencontré le roi d'Angleterre, George III, et a été initié à la franc-maçonnerie lors d'un voyage à Londres. C'était en avril 1776. Je ferme cette parenthèse historique. Et Jamie fait donc preuve de sagesse en laissant Ian secourir Claire. On le retrouve ensuite dans un magnifique plan, bandant son arc pour lancer des flèches enflammées dans le fort. Certains esprits malicieux diront que Jamie est trop fort car ses flèches atteignent justement la charrette pleine de paille, et plusieurs fois de suite en plus. Alors certes. Mais si on regarde bien les plans, il y a plusieurs endroits où l'on voit que le feu a pris, donc certainement qu'il y a eu d'autres flèches dirigées un peu ailleurs. J'ai aussi une autre anecdote pour vous concernant ces images, car figurez-vous qu'elles ne devaient pas être dans l'épisode, et elles n'étaient pas prévues. Hein. C'est Matt Roberts qui a décidé de faire ces plans supplémentaires qui ont été tournés après coup. Et moi, je trouve que c'est super important de voir Jamie contribuer au sauvetage de Claire, hein, même si c'était leur plan initial, hein, à lui et Jamie, et qu'ils s'étaient mis d'accord pour faire diversion. En voyant les flèches atterrir dans le fort, on aurait été capable de comprendre que c'était Jamie. Mais c'est tout de même beaucoup mieux de le voir, de voir la concentration et la détermination dans son regard. Un petit moment héros. Lorsque Jamie retrouve Claire dans la forêt, il la réconforte, comme il sait si bien le faire. Et c'est un roc pour elle, donc encore un beau rôle. Et ensuite, quand il a rejoint le camp des Continentaux, il est repéré par Daniel Morgan, un capitaine à la tête d'une troupe de fusiliers. Alors aujourd'hui, on dirait sniper, hein, en gros un tireur d'élite embusqué. Daniel Morgan est un personnage réel et important de l'histoire américaine. Hein. Il est considéré comme l'un des meilleurs tacticiens de la guerre d'indépendance. Et il est connu aussi car son régiment visait spécifiquement des officiers. Et d'ailleurs, Washington était assez furieux contre ça. Ouais, Washington dans le même camp que lui. Hein. Alors, je ne sais pas de quelle force de persuasion a usé Daniel Morgan pour convaincre Jamie, mais Jamie choisit de continuer le combat alors qu'il était presque au bout de son engagement. Et là, je dois dire que ça me fait réagir un peu, quand même. Ça a failli être mon flop, en fait, pour tout vous dire. À Wilmington, face à Harnett, Jamie avait subi un enrôlement forcé. Même s'il avait, un peu plus tard, trouvé des arguments pour exposer la situation à Claire. Mais il avait aussi fait le serment de ne jamais se retrouver face à son fils, hein, face à William, sur un champ de bataille. Et j'ai le sentiment que face à Daniel Morgan, il avait vraiment le choix. Il aurait pu dire non. Alors on sait que Jamie est un homme de combat et d'idéal, mais on a aussi souvent dit que sa famille passait avant tout. Alors quel genre de pommade Morgan lui a-t-il donc passé ? En tout cas là, il semblerait que sauver l'Amérique, hein, je mets entre guillemets, sauver l'Amérique, ça l'emporte sur le fait de ne pas être confronté à William à la guerre. Alors surtout, c'est ça surtout, il sait maintenant que son fils est dans le régiment qui est positionné, dans le régiment anglais, qui est positionné tout près. Hein. Et enfin, on retrouve Jamie face à Claire dans cette scène où ils débattent sur le rôle des femmes et la raison pour laquelle elles ne font pas les guerres. C'est un joli moment du livre qui a été porté à l'écran et ça nous offre une belle tirade romantique de Jamie et une belle réponse de Claire aussi. Hein. Si tu crois que tous les hommes se valent, alors je ne suis pas d'accord avec toi. Et donc là, on a Jamie dans son rôle romantique, celui qu'on aime bien. Et puis enfin, vraiment enfin, amour toujours pour Claire et aussi pour son fils, dans cette toute dernière scène, hein, qui est votre scène préférée. Parle-moi de mon fils. Et ce qui est touchant, c'est que Jamie a attendu que ce soit le bon moment. Mais quel moment ? Rendez-vous compte, il a attendu quelques jours. Et je vous remets cet extrait de l'épisode où Claire explique qu'entre le moment où elle a été sauvée de sa prison anglaise à Fort Ticonderoga, et puis ils marchent et ils arrivent auprès des Continentaux quelques jours. Et donc Jamie a attendu quelques jours avant d'avoir cette conversation avec Claire, et ça me paraît proprement hallucinant. Je n'envisage même pas qu'il n'ait pas essayé d'en savoir un peu plus pendant leur longue marche. Bref. En tout cas, ça valait le coup d'attendre parce que cette scène est magnifique.
Et on sent qu'on va basculer dans une discussion encore plus intime pour cette scène lorsque le plan caméra change. Et on retrouve ce plan du dessus qui avait déjà été utilisé lorsque Claire et Jamie s'étaient retrouvés à l'auberge à Wilmington à la fin de l'épisode 1. C'est une belle scène, une magnifique scène, honnête, très bien jouée par Kate, qui est la seule à avoir du texte, du dialogue. On ressent tout l'amour qu'elle a pour Jamie. Elle sait qu'il est avide d'avoir des informations sur son fils. Ses paroles sont douces, tendres, bien choisies. Les lecteurs ont forcément repéré que ce n'est pas la même sensation ni les mêmes mots que dans le livre, où l'accent est mis sur la ressemblance physique entre William et Jamie. Et là, Claire compare William à Jamie sur le plan du caractère, des valeurs. On peut faire aussi un parallèle avec la description que Jamie avait fait de William à Claire dans l'imprimerie lors de la saison 3, lorsqu'ils s'étaient retrouvés. Claire a littéralement parlé à William 2 minutes, mais elle a pris soin de faire un joli scan pour en parler à Jamie. Et transition toute trouvée, on va rester au 18e et je vais vous parler de William. L'accent est mis sur sa perspicacité, sa vivacité d'esprit dans l'ensemble de ses rencontres. Simon Fraser, Richardson, Claire, Ian. Ce jeune homme, je trouve, a beaucoup d'allure et une belle prestance. Face à Simon Fraser, on sent qu'il est avide de bataille. Il regrette d'avoir raté la prise du fort. On sent aussi que le général Fraser est un peu plus désabusé. Il compare William à Lord John, dont les états de service dans l'armée semblent bien reconnus. Et puis ensuite, on a William qui fait face à Richardson. Et là, il n'est pas super à l'aise. Ce qui est notable, c'est que William arrive face à lui un peu en marchant sur des œufs, parce qu'il se demande si Richardson n'a pas essayé de l'entourlouper, en vrai, avec cette histoire de lettres adressées à des rebelles, enfin. Et puis en plus, William n'est pas allé au bout de sa mission, la mission qui lui avait été confiée. Il s'en excuse d'ailleurs auprès du capitaine. Et donc cette mission était destinée à transmettre des informations à des espions, des Britanniques infiltrés dans les rangs des rebelles. C'est ce qu'explique Richardson. Donc William n'aime pas forcément cette branche de l'armée, cette branche espionnage, et montre plus d'appétence au combat physique sur les champs de bataille. Mais Richardson lui a démontré l'intérêt des services de renseignement militaires pour le gain des batailles, justement. Il lui dit que les possibilités de racheter son échec seront nombreuses. 3 petits points. Donc cela, d'après moi, annonce plus ou moins que nous reverrons ce personnage à suivre probablement dans la deuxième partie de la saison 7. La confrontation la plus intéressante est la suivante, avec Claire. On y perçoit toutes les nuances du caractère de ce personnage. Je passerai sur la rencontre bien fortuite de ces deux-là, Claire et William. C'est moins énorme quand même que Ian et William dans le Grand Marais, donc plus facile à admettre. Cette scène est la toute première que Charles et Kate ont tournée ensemble, et je précise que dans le livre, c'est Claire qui reconnaît William. En effet, Diana ne cesse de laisser des informations sur le physique de William et à quel point il est semblable à celui de Jamie. La carrure, les épaules, la stature, les yeux, le nez très fin, les yeux de chat, enfin, le bleu des yeux aussi. Charles van der Vaart a été particulièrement bien casté. Je crois que là, à ce niveau-là, les avis sont assez unanimes, mais la ressemblance physique décrite dans le livre n'est pas si frappante. Et donc pour moi, il apparaît logique que ce soit plutôt William qui reconnaisse Claire que l'inverse. William a des souvenirs de Claire adulte, il l'a vu à Fraser's Ridge, 5 ans auparavant à peu près. Et donc William, une fois qu'il a établi que c'était Claire Fraser, il est surpris de la trouver du côté des prisonniers, donc du côté des rebelles. Dans son esprit, cela doit vouloir dire dans le même camp. On sent donc le trouble de William lorsqu'il prend conscience que Claire est dans l'autre camp. Néanmoins, ses manières de gentleman l'emportent. Il réagit de manière attentionnée aux demandes de Claire, il lui fournit ce qu'elle demande en fait, et son éducation et ses valeurs ressortent. En effet, quand on est un homme de son rang, en tout cas pour William, il a été élevé avec l'idée qu'on protège et on aide les femmes. Et qui se souvient de Lord John à la bataille de Prestonpans? Alors on l'appelait peut-être pas encore Lord John à ce moment-là, mais c'est lui qui essayait de défendre Claire qui était faussement agressée par Jamie. Je suis sûre que vous avez tout ça bien en tête.
Et donc William, je le disais, fait apporter le nécessaire à Claire par l'intermédiaire de son ami. Ça, c'est ce qu'on découvrira dans le prochain épisode, Sandy Hammond. Et il a ajouté une flasque de brandy. Et ça, c'est vraiment très prévenant et c'est tellement Lord John. Le cadeau parfait qui touche au cœur. Vous vous souvenez de l'astrolabe qu'il a offert à Brianna dans la saison 5 ? Eh ben, je trouve que c'est du même rang. Et on rit aussi avec cette scène car William a cerné Claire en moins de 2 minutes. Et je la recite, cette réplique que j'adore, la bouclée qui donne des sortes comme un sergent-major. Bah, William, il a une bonne lecture du caractère humain, en tout cas du caractère de Claire. Et Claire et Ian mettent William une deuxième fois dans l'embarras. Il a le souci d'accomplir son devoir de soldat à ce moment-là, lorsqu'il s'agit de les laisser partir, mais il a aussi du respect pour Ian et Claire. Et je dirais même plus, il se sent redevable vis-à-vis d'eux. Claire a sauvé son père, Lord John, lorsqu'il avait la rougeole, saison 4, et Ian l'a secouru il n'y a pas si longtemps que ça dans le Grand Marais. Et donc, comme son père avant lui, enfin son père adoptif, William doit la vie à un fraiseur. Il a donc une faveur à leur faire. Et cela reste quand même un dilemme pour William, entre obligations professionnelles et personnelles ou morales. Et là encore, son éducation prend le dessus. Claire dira plus tard à Jamie que c'est un homme d'honneur. En effet, mais on perd un peu le compte entre les Grey et les fraiseurs. Qui est redevable à qui ? Est-ce qu'on paye les dettes aussi pour les membres de sa famille ? Ian et William sont-ils vraiment quittes ? L'avenir nous le dira. Et je vais finir par vous donner vous faire un petit mot sur Ian. C'est pas un thème complet parce que finalement il a pas grand-chose dans cet épisode. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il est toujours aux côtés de son oncle, de Jamie, quand il a besoin de lui. Il fait le ménage dans les bois avec Jamie au tout début de l'épisode. Il se propose d'aller dans le camp britannique, car c'est lui qui bénéficiera de la meilleure couverture. Il n'a pas un rôle étincelant dans le sauvetage de Claire. Et d'ailleurs, je me demande comment il aurait procédé si William n'était pas intervenu. Est-ce qu'il aurait attendu les flèches enflammées de Jamie de la même façon ? Alors probablement, c'était le plan. Et puis il y a cette petite scène avec Rachel et Rollo, une petite scène que je qualifierais de mignonnette. Ian fait confiance à Rachel pour garder Rollo, et ça c'est quand même plutôt un signe, parce qu'il ne s'est pas souvent séparé de son chien. Mais je trouve ça étrange cependant que Rachel pense que Ian veut voir Denzel. C'est ce qu'elle lui dit au tout début, elle pense qu'il cherche Denzel pour un souci médical, et là je trouve que l'écriture est un peu bizarre. Elle aurait pu tout simplement penser qu'il venait chercher Rollo, et ça aurait été plausible, on y aurait cru. En tout cas, ce chien-loup joue parfaitement les entremetteurs, et puis on a ses mains qui se frôlent dans la fourrure de son cou. Mais on va passer au XXe siècle, et je vais vous parler de Roger, et c'est mon dernier thème. Je parlais de Claire à la manœuvre, et dans le couple Mackenzie, c'est Roger qui est mis en avant dans cet épisode. Je disais dans les précédents décryptages qu'il peinait à trouver pleinement sa place dans le XXe siècle, une crise de vocation. Roger était professeur d'histoire avant de passer les pierres en les années 60, fin des années 60. Il n'a pas été en mesure de continuer à enseigner lorsqu'il était à Fraser's Reach, même si l'éventualité d'une université Mackenzie avait été discutée sur l'oreiller en saison 5 avec Brianna. Et puis il avait finalement trouvé sa vocation et enclenché les démarches pour devenir pasteur. De retour au XXe siècle, cela s'avère compliqué pour lui de poursuivre dans cette voie. Alors quand l'opportunité d'enseigner le gaélique se présente, il fonce. Mais avant cela, il fait ce qu'il avait promis à Jem. Il a pris rendez-vous avec le directeur de l'école pour évoquer l'incident avec Jamie. Il n'avait pas l'intention de laisser passer ça, au contraire. Et là, je fais un petit pont vers le livre pour vous dire que ce rendez-vous est un peu moins lisse dans le roman. Lisse. C'est pas lisse, mais... Roger, en fait, est plus énervé. Et encore, il n'a pas laissé Brianna se rendre au rendez-vous, car elle aurait tout simplement arraché les yeux de tout le monde dans cette histoire. Très volcanique, Brianna. Dans le livre, en tout cas. Et j'aime beaucoup le sourire de Roger, le sourire qu'il réprime quand il entend l'insulte qu'a prononcée Jeremiah. Et aussi le fait qu'il balance son beau-père, Jamie, en disant que lui n'apprendrait jamais ça à son fils. Franchement, c'est drôle. Et c'est Roger, parce que c'est fait d'une façon... c'est touchant, je trouve. C'est mignon.
Ensuite, Roger est aussi très actif et impliqué dans le recueil des infos de Brianna sur son expérience dans le tunnel. Enfin, je regrettais dans le dernier épisode que Brianna n'en ait pas parlé tout de suite. Quelle sacrée expérience. Bon, là, mais je pense, voilà, je comprends. Hein, du coup, ça laisse le temps à la scène de, comme disent les auteurs, souvent, la scène respire. Hein. Et là, ce que j'aime, c'est leur complicité, leur connexion, leur déduction. Ils cheminent ensemble dans leur réflexion. Et cette scène nous replonge un peu dans la science-fiction. C'est Outlander aussi, hein, et ça, j'aime bien. J'adore même. Les éléments sur les lignelets et tout ça, c'est dans les livres. Et c'est d'ailleurs un peu plus détaillé, hein, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous y replonger, il me semble que c'est dans le tome 7. Et j'ai une anecdote sur cette scène. Vous vous souvenez qu'à la fin de la scène, quand Roger prend conscience qu'il est l'heure d'aller à son cours, il se lève et il est en caleçon. Il demande à Brianna, pantalon ou kilt? Et à l'origine, on aurait dû voir Roger déambuler en caleçon dans toute la scène, pour un effet un peu comique. Mais ça n'a pas été gardé, car ça ne le faisait tout simplement pas à l'écran. Et j'en parlais dans un des derniers décryptages. Parfois, il y a des éléments dans les scénarios qui sont écrits d'une certaine façon, mais qui ne fonctionnent pas à l'écran. Une réplique, un élément de posture, du subtexte, un acteur qui n'arrive pas à s'approprier une phrase de son texte, tout ça peut être pour différentes raisons. Et du coup, c'est supprimé ou c'est fait d'une autre manière. Alors, en tout cas, Roger a choisi le kilt, et lorsqu'on le retrouve à l'école, franchement, il est comme un poisson dans l'eau. Hein. Donc, super look, voilà, le kilt. Super voix, jolie voix qu'il met en avant, qu'il met en scène, il chante, il en impose. Et j'en profite pour faire une aparté qui me tient vraiment à cœur. J'ai lu ici et là que ce n'était pas logique que Roger puisse chanter, étant donné ce qu'il est arrivé dans la saison 5, hein, sa pendaison, etc. Mais ça, en fait, c'est un postulat des livres. En effet, dans le livre, Roger n'a plus sa voix, ne peut pas chanter, et c'est un vrai questionnement, et c'est un peu un fil rouge d'ailleurs dans les livres. Mais mettons ça de côté, parce que le Roger de la série a retrouvé sa voix très rapidement. Saison 5, après l'épisode Les derniers mots célèbres, épisode d'après, il n'a déjà plus de soucis avec sa voix. Hein. Et on n'en a plus jamais entendu parler. Jamais. Et donc c'est un choix scénaristique de l'adaptation télé. Et je crois qu'il faut faire une lecture des épisodes avec nos yeux de spectateurs de la série et non pas avec nos yeux de lecteurs. Et dans la série, Roger a une superbe voix qui nous permet de l'entendre chanter, ou plutôt d'entendre la voix de Richard Rankin. Et moi, je trouve ça vraiment super comme ça. Et alors, oui, il y a une autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on regarde l'épisode une deuxième, troisième, septième, 12e fois, on remarque Rob en arrière-plan, Rob Cameron, hein, qui est absorbé par le livre qu'il tient dans les mains. Et on sait un peu plus tard ce que c'est. Et donc ça, c'est la fausse note de l'épisode pour Roger. Et puis aussi un peu pour Brianna, car c'est elle qui a impacté rapidement les affaires de Roger. Lui, il n'a pas vérifié les documents qu'il mettait en circulation. Hein. Et d'ailleurs, peut-être même que toute la famille Mackenzie est impliquée, puisque c'est Jem, le petit Jem, alors avec un des copains qui est chargé de faire la distribution. Et j'avoue, je ne sais pas si c'est Jem qui remet les documents à Rob. Faudrait regarder. Tiens, j'ai pas fait gaffe. Mais je me souviens que lors de notre visio sur Patreon au mois d'août, on avait parlé de ça. Et quelqu'un avait dit c'est Jem, c'est toute la famille. À vérifier. Alors Rob Cameron, ce personnage ne nous plaisait déjà pas des masses après le mauvais tour qu'il avait joué à Brianna dans l'épisode d'avant. Et là, franchement, on perçoit tout de suite que ça ne sent pas très bon. Hein. Il fait un geste un peu large pour dire que c'est l'oncle d'un Bobby qui est là-bas, dans le fond, mais ça se trouve, il n'y a même pas de Bobby. Vu la façon dont c'est fait, franchement, on peut en douter. Et puis, sous son visage angélique, il s'impose à dîner. J'apporterai le vin. Bah oui. Ah oui. Et Roger est pris au piège, il n'a pas vraiment l'occasion de dire non ou de contredire. Et maintenant, on sait on sait très bien qu'on va avoir droit à une scène de dîner avec Rob Cameron et on n'a plus qu'à l'attendre. Hein. Heureusement, Roger retrouve un peu de force et de clairvoyance dans la gestion du cas Nuclavy. Et voilà que le passé de Roger fait une incursion dans son présent. Car le Nuclavy, c'est Buck, William Buckley Mackenzie, celui-là même qu'il avait livré aux Anglais à Alamance et qui avait valu à Roger de se faire pendre. L'ancêtre de Roger, le fils... légitime, j'en sais rien, mais en tout cas le fils biologique de Gaylis
et de Dougal. Et voilà qui ouvre un champ de possibles et des intrigues hyper intéressantes à exploiter. Alors le seul petit problème, et je ne parle pas pour nous, les fans absolus. Le problème, c'est le fait que le personnage ait été recasté. Parce que pour les spectateurs lambda qui regardent la série, comme moi j'en regarde d'autres, c'est-à-dire je regarde la saison et puis j'attends que l'autre arrive et je me refais pas 10 fois la saison. Donc pour ces spectateurs-là, le lien entre cet acteur et le Buck de la saison 5 n'est tout de même pas si facile que ça à faire. Et à moins de lire le générique de fin, ce que franchement très peu de personnes font en réalité, et d'ailleurs sur Netflix on nous présente l'épisode suivant 5 secondes après que le générique de fin se soit enclenché, et on peut même zapper d'ailleurs, et donc on n'a pas le temps de lire. Hein. Parce que si on le lit, le générique de fin, on voit Buck ou William Buckley Mackenzie et son nom. Donc bon, ok, on peut faire le lien. Alors peut-être que c'est volontaire que la production ait laissé le doute. Parce que coup de poing, bing, fondu au noir, générique. J'en sais rien. En tout cas, ce que j'aime, c'est que Roger rend la monnaie de sa pièce à Buck. Roger s'était pris un bon coup de crosse dans le visage dans l'épisode 7 de la saison 5. Et là, c'est lui qui met un bon coup de poing dans la figure de Buck. Bim, bien fait. C'est pour l'ensemble de son œuvre, à la manse, la terreur qu'il a fait aux enfants et les déchets sur la propriété des Mackenzie. Bim. Alors faisons un petit point actualité Outlander. On est déjà bien avancé dans le calendrier de l'Avent que l'on a organisé avec Violaine, Pitchmany, notre petit jeu. Déjà 15 cases ouvertes à cette heure-ci. Vous êtes plutôt nombreux à y participer, si j'en crois les différents commentaires et les likes sur nos publications. J'espère que cela vous procure autant de plaisir que nous en avons eu avec Violaine pour imaginer ce jeu de Noël. Sachez que si vous souhaitez participer, il n'est pas trop tard du tout. Hein. Ça se passe sur Instagram. Le principe est de collecter des mots indices chaque jour sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de Pitchmany. Chez Pitchmany, le ou les mots se cachent dans ces illustrations. C'est des pièces de puzzle. Il y a un petit mot caché. Parfois, il faut zoomer pour aller les voir. Et comme Instagram compresse les images, il est bien possible que la qualité ne soit pas tout à fait optimale au moment du zoom et que vous ne voyez pas le mot, ou vous voyez où il est, mais vous n'arrivez pas à le lire. Mais je tiens à dire que Violaine a trouvé une solution. Elle poste quotidiennement sa pièce de puzzle sur son compte Patreon en accès gratuit, donc ne soyez pas frileux. Il suffit de s'inscrire avec un mail et vous voyez toutes les pièces de puzzle en HD. En qualité haute définition sans compression. Donc quand vous zoomez, c'est nickel. Et pour ma part, chaque jour, vous trouverez un mot souligné dans ma story Instagram. Donc là, il n'y a pas de recherche. Vraiment, il suffit d'aller sur la story chaque jour. Les stories disparaissent au bout de 24 heures. Mais là encore, rassurez-vous, ceux qui prendraient le train en marche, j'ai fait une bulle que vous retrouvez dans mon profil et qui s'appelle Jeu de Noël et dans laquelle vous pourrez trouver toutes les stories, donc tous les mots soulignés. Donc je vous montre là, il y a une petite vidéo pour vous montrer où sont les bulles dans le profil si vous n'êtes pas très familier d'Instagram. Voilà. Plus d'excuses, si vous voulez participer, pas de souci. Le 24 décembre, nous publierons un lien vers un formulaire Google Form pour enregistrer vos réponses. Donc même pour ceux qui pensent avoir déjà trouvé le texte et deviné l'image, il y en a. Il faudra être rapide pour remplir le questionnaire. Donc ceux qui prennent en cours de marche, c'est toujours possible, rassurez-vous. Donc n'hésitez pas à y aller. Et sur YouTube, vous trouvez le live que nous avions fait avec Violaine Pitchmany pour vous expliquer tout dans le détail. Donc si vous avez un doute sur la façon dont le jeu fonctionne, c'est une vidéo d'une vingtaine de minutes. Elle est sur YouTube, elle est aussi sur Instagram. N'hésitez pas. Alors je vous parle d'un autre rendez-vous, c'est notre visio entre addicts du mois de décembre. Elle aura lieu le 20 décembre. Sur le même principe que celle du mois de novembre, un temps sera consacré au livre Clanlands 2 et à la série Men in Kills en Nouvelle-Zélande. C'est le moment des commentaires vocaux des addicts, on se retrouve pour la conclusion juste après. Vous commencez à être habitués. Ce soir, nous écoutons également les avis sur l'épisode d'autres addicts, les addicts officiels de ma communauté Patreon, tout en observant une illustration de Violaine. N'oubliez pas de
de répondre rapidement si vous avez reconnu la scène afin de gagner une carte justement avec l'illustration que Violaine a faite. Et on commence par écouter Antonia. Bonsoir Aurélie, bonsoir les addicts, c'est Antonia. De cet épisode, je vais vous parler d'une scène magnifique entre Claire et Jamie sous la tente avec des lumières tamisées. Jamie lui pose enfin la question « Parle-moi de mon fils ». Ce fils qu'il a eu à Elwater, alors qu'il était prisonnier sans lettres, sous le chantage de Geneva. Dès la première heure de sa naissance, il a sauvé ce fils illégitime d'une mort certaine, puis il est resté sur le domaine afin de le voir grandir, et cela jusqu'à l'âge des 6 ans de William. Puis également obligé de partir car la ressemblance père-fils était flagrante. Quelle frustration douloureuse et perpétuelle de n'avoir des nouvelles de son fils que par l'intermédiaire de Lord John, par des portraits, puis un laps de quelques jours à Fraser Ridge. Obligé de se contenter du peu qu'on lui donne, de vivre en silence l'amour de cet enfant. Claire, par ses caresses, lui parle des traits et des qualités de William. Tel père, tel fils, encore une belle preuve d'amour, chair de ma chair, enfant et épouse. Bonne soirée, bon week-end. Au revoir. Merci Antonia, tu choisis de développer la scène qui a été retenue comme scène préférée lorsque j'ai fait mon vote sur Instagram. Et tu en parles magnifiquement en revenant à la source. Évidemment, Jamie, on ne l'a pas vu avoir beaucoup d'occasions de montrer son amour pour son fils, en tout cas de manière concrète vis-à-vis de lui. Merci à toi pour avoir retracé ce parcours douloureux de Jamie. J'espère qu'on en verra plus et qu'il aura enfin l'occasion de le rencontrer et un peu plus que ce qu'on a vu dans le tout dernier épisode de cette première partie de saison 7. Mais ça, on en reparlera dans le prochain décryptage. Enfin, non, pas le prochain, celui d'après, du coup. Merci Antonia, je vous propose d'écouter Isabelle. Bonjour à tous, c'est Isabelle. Alors, cette saison 7 va vraiment vite, trop vite. À nouveau, ce sentiment qu'il se tombe dessus, sans passerelle, et cette fois-ci, les distances parcourues sont plutôt symbolisées par un cycle jour-nuit. Mais ça m'a vraiment semblé bancal. Il me manque vraiment ces scènes de recherche infructueuses pour que ces retrouvailles, au final, soient moins gênantes. On sent également l'ombre de Lord John derrière William, à travers ces scènes avec Claire et Ian. C'est un homme d'honneur, qui n'a pas peur de s'imposer pour aider les plus faibles. On se souvient de cette femme brûlée dans l'indifférence la plus totale. Et on sent la fierté de Jamie lorsque Claire lui dépeint sa rencontre avec son fils. D'ailleurs, petit bémol sur le décor de la tente durant cet échange, je trouve que ce feu artificiel à l'extérieur sonne complètement faux et détourne régulièrement de l'émotion de la scène. Vraiment dommage. J'ai beaucoup aimé le nouvel élan de Roger. Avec cette vue de pied portant son kilt, il fait résonner le passé et l'entendre parler gaélique, juré, il m'a donné des frissons. Étant non lectrice, ce coup de poing final de Roger face au nœud clavier, j'aurais tellement aimé reconnaître ce visage, ça aurait vraiment été waouh. Alors, conflit de calendrier pour Graham, ou est-ce pour éviter qu'au détour d'une pierre bourdonnante, il ait à se dédoubler? Mystère. Merci Isabelle, waouh, j'adore l'enthousiasme dans ta voix, j'aime tes flops, j'aime tes tops. Et par rapport à ce que tu dis et le fait que tu sois non lectrice, merci de nous rapporter ce témoignage-là, parce qu'effectivement, j'en parle juste avant dans le décryptage, compliqué cette identification de Buck Mackenzie. Et alors, je peux en partie répondre concernant le recasting de ce personnage de Buck. C'est qu'effectivement, Dougal, en tout cas, Graham McTavish est annoncé au casting de cette saison 7. Donc, il y a fort à parier qu'il réapparaisse. Et se dédoubler, c'est compliqué pour les acteurs. Surtout que pour la saison 5, lorsque Graham avait interprété le rôle de Buck, la production et les auteurs nous avaient expliqué que ça avait nécessité un sacré grimage, beaucoup de maquillage et un petit peu de travail d'image par effets spéciaux pour rajeunir le visage de Graham. Donc voilà, ceci explique cela, à la fois du financier et à la fois un petit conflit effectivement
sur le double personnage qu'il aurait interprété. On écoute maintenant Marianne. Dans cet épisode, Richard est transformé dans ce rôle de Roger. Quelle merveilleuse interprétation de ce chant en galéique. Quelle voix! Je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les années 80 et son couple avec Brie. Hâte d'avoir les réponses pour le Nucleavae. Jamie en fier guerrier et Claire qui retrouve son rôle de médecin, quel bonheur. Leur intimité et leur dialogue me font toujours autant craquer. Ce regard de Jamie, quand elle lui dit que William était dans le fort, très belle interprétation de Sam. Ceci est mon top. Yann et Rachel et leur doux regard. Hâte de voir ce que va devenir ce joli couple. John Bell continue d'évoluer d'épisode en épisode, et le voilà même prendre la place de son oncle pour sauver sa tante. William ne me déçoit pas, on sent vraiment en lui la trace de ses deux pères. Claire en fait une très belle description à Jamie. L'apparition de Simon Fraser ne m'a pas convaincue. Merci les addicts. Merci à toi, Marianne. Et je note que tu parles des regards, hein, le regard que Jamie lance à Claire lorsqu'elle lui parle de William, et puis les regards échangés entre Yann et Rachel. Tu pointes des petits détails, effectivement, que j'ai pas forcément remarqués. Enfin, en tout cas, un peu plus... que je n'ai pas relevé. Et maintenant que tu en parles, c'est vrai que la réaction de Sam, en tout cas la façon dont il le joue lorsque Claire, lui parle de son fils, c'est assez remarquable. Je te remercie d'en avoir parlé. Je vous propose d'écouter maintenant Michel. Alors Michel qui m'a envoyé un message, et tout comme Sylvaine, que vous entendrez après, pour me dire qu'elles ont enregistré leur note vocale avant d'avoir écouté mon décryptage, hein, qui était en accès anticipé sur la communauté Patreon. Et donc, et c'est notamment Sylvaine qui me disait oh, il y aura peut-être des redites, ne diffuse pas mon message. On passe tout, c'est les avis de chacun, et peu importe, hein, si on pense la même chose, bah écoutez, ma foi, ça veut peut-être dire que c'est ce que l'épisode dégage. Et vous allez entendre l'avis de Michel, vous allez voir. Mis à part deux scènes. Tout d'abord, le cours de gaélique de Roger, superbement interprété par Richard, un Roger solaire et heureux de faire partager sa passion d'historien en chanson, en la présence de Rob Cameron. Je ne sais pas pour vous, mais j'éprouve une certaine méfiance vis-à-vis de lui. Un peu sans gêne, un peu fouineur. Le fait qu'il ait eu entre les mains le livre sur le voyage dans le temps n'augure rien de bon. Et pour finir, la scène Parle-moi de mon fils. Un moment de pure douceur. Qu'il doit être difficile pour Jamie, qui est un père et un grand-père aimant et attentionné, d'entendre les mots de Claire pour décrire William, qu'il n'a connu que dans les premières années de sa vie et revu brièvement un peu plus tard. Malgré toute la tendresse qui entoure Jamie, c'est une plaie dans son cœur. J'espère que l'avenir leur permettra de se revoir enfin en tant que père et fils, et que l'amour filial sera au rendez-vous. Le casting de William est une réussite, et Charles excelle dans son rôle de jeune homme idéaliste, plein de fougue et également pétri de valeurs. Merci de m'avoir écouté, et merci Aurélie de nous laisser la parole. Bonne soirée les addicts. Merci à toi Michel d'être fidèle à nos rendez-vous notes vocales. Je crois que tu n'en as pas raté une seule depuis un seul décryptage depuis le début de la saison 7, donc super chouette. Et comme tu le disais en aparté, bien cet épisode ne t'a pas enthousiasmé des masses, moi non plus, vous l'avez compris. Bien c'est comme ça, hein, on a le droit aussi de temps en temps de trouver un épisode peut-être un peu plus faible que les autres, ou moins émotionnel, moins émouvant, ou qui résonne un peu moins en nous. Bah c'est tout, c'est comme ça. Là on est à une saison qui va finir à 16 épisodes. S'il y en a un qui est un peu en dessous des autres, c'est pas grave, hein, c'est presque même normal. Je vous propose que nous écoutions maintenant Violaine. Salut tout le monde, c'est Violaine. Alors, mon choix de scène pour l'épisode 6, j'ai adoré l'ambiance un peu noire, un peu stressante du moment où Claire rebrousse chemin sur les indices que dit une maman qui tient son enfant, que la femme qui est perdue dans les bois était tétanisée à l'idée de se faire prisonnière, soit par les Indiens, soit par les Britanniques. Et c'est vrai que cette ambiance-là, un peu stressante, un petit peu
un petit peu noir, j'ai l'impression de me cacher avec eux dans la forêt. Donc ça, j'adore cette scène parce qu'elle nous projette réellement dans un suspense, un stress, et on sait pas trop où on va, mais on a juste envie de se cacher derrière un buisson. Et la deuxième scène, bien sûr, c'est la scène de fin, celle que j'avais choisi d'illustrer pour Aurélie, c'est quand elles se retrouvent sur leur lit, ils se soutiennent mutuellement, et je trouvais qu'ils étaient bien en position. Alors il y en a dans plusieurs épisodes, mais j'adore ce petit côté. On se retrouve, on est l'un en face de l'autre, et puis on se confie, on se soutient, et puis on est là l'un pour l'autre. Et étrangement, je trouvais que c'était un petit peu la forme d'un cœur, donc j'avais vraiment envie de le faire sous forme d'illustration. J'espère que ça vous plaira. Bisous tout le monde, bonne soirée. Merci Violaine, et merci pour ton illustration. Je pense qu'à cette heure-ci, tout le monde a trouvé. Et puis tu en parles joliment. C'est vrai que j'avais pas du tout l'œil de l'artiste que tu es, cette forme de cœur. Et je rebondis un peu parce que voir Claire et Jamie comme ça, face à face, se confier, se parler de choses qui sont très importantes pour eux, c'est le summum de l'intimité. Et franchement, moi, c'est ce que j'adore dans Outlander et quand la série réussit à faire ça, c'est très très fort, et c'est pas un hasard si vous avez choisi cette scène comme votre scène préférée. Il y a d'autres très bonnes scènes. Michel parlait de Roger, pas que Michel d'ailleurs. Roger qui chante en gaélique, c'est très fort aussi, mais ça n'a pas quand même le même impact émotionnel. Eh bien, la dernière que nous allons écouter, c'est Sylvaine. C'est parti. Bonjour à tous les addicts. Alors l'épisode 6, c'est un bel épisode où le destin se met en marche. Un titre anglais très poétique et plus métaphorique que le titre français, mais tous deux illustrent bien le contenu de l'épisode, car de même que de façon inexorable les eaux finissent par se rencontrer, de même certains personnages se retrouvent liés par un destin commun au XVIIIe comme au XXe siècle. Quant au sens figuré que peut prendre le mot confluence, à savoir analogie, il est également très intéressant tant elles sont présentes par les situations, les dialogues, les mots ou les gestes. Pour mon flop, un épisode plus court que les autres. Pour mes tops, il y en a 3. D'abord le personnage de William, qui prend beaucoup de profondeur et dont la personnalité est parfaitement résumée dans le portrait qu'en fait Claire, férocité des Highlanders cachée derrière toute cette courtoisie. 2. La scène entre Jamie et Claire sous la tente, une très belle scénographie accompagnée d'un magnifique dialogue sur les femmes et la guerre, et toujours cet amour inconditionnel. 3. Enfin la scène où Roger donne son cours de gaélique. Quel charisme, le kilt lui va si bien. Une scène pleine d'humour avec en prime la voix merveilleuse de Richard Rankin. Mais aussi une scène où la tension est palpable malgré une amabilité de circonstance. Tension bien amenée par le plan de caméra qui nous montre en arrière-plan Rob Cameron en train de lire le livre de Roger tandis que ce dernier s'entretient avec le directeur. Bref, une belle réalisation, de très beaux dialogues et comme toujours une très belle interprétation de tous nos acteurs. Regard, geste, voix, tout y est. Un grand merci Sylvaine, toi aussi, tu es très fidèle depuis le début des décryptages de la saison 7. Et bien c'est toi qui termine et ferme le bal pour ce soir concernant les commentaires des addicts. Et quel résumé tu nous fais. Voilà, tout est dit. Et merci pour le double sens du mot confluence qui m'a totalement échappé. On sent effectivement la littéraire en toi. Donc c'est super intéressant comme point de vue. Et tu vois, il n'y a aucune raison que même si on se rejoint sur plein d'idées, que je ne passe pas les commentaires. Je vous encourage d'ailleurs, vous aussi, addicts qui se cachent et qui ne m'envoient pas leur note vocale. Non, il n'y a aucun reproche. Mais n'hésitez pas, c'est vraiment super riche et j'adore vous entendre. Avant de passer à ma conclusion, je remercie l'ensemble de ma belle famille Outlander, vous tous. Vous qui êtes présents lors des chats en direct pendant les décryptages ou pendant mes lives. Ceux qui regardent en différé et qui laissent un petit message de remerciement, ceux qui me font rire avec leurs commentaires sur Facebook, Instagram ou YouTube, ou même sur mon site internet, n'est-ce pas Anna? Et plus globalement, tous les contributeurs de ma communauté Patreon, ceux qui me laissent des commentaires vocaux pour participer à mes décryptages, ceux qui sont actifs sur notre forum, ceux qui égayent certaines de mes soirées, en visio, pendant les book clubs. Un merci plus appuyé aux addicts passionnément à la folie, qui m'offrent la possibilité de prendre le temps de créer mes contenus en me permettant d'alléger mon agenda professionnel. Et je remercie donc Jacinthe, Aline, Lisiane, Joanie, Muriel, Martine P, Monique, Séverine, Martine S, Fanny, Sylvaine, Jessica, Nadine, Sandrine, Brigitte, Patricia, Gérard, Claudie, Claire, Karine, Patrice, Agnès, Martine B, Marie-Laure, Nicole, Michel, Béatrice, Maïté, Stéphanie,
Sylvie, José, Josiane, Martine T, Georgette, Isabelle P et Fatma. Un grand merci à vous tous, à tous les addicts, à tous les fans d'Outlander qui me suivent. Et voici ma conclusion. Plus que 2 épisodes avant la conclusion de cette première partie de la saison 7, je ne vous ai pas caché que cet épisode figure pour l'instant dans mon bas de classement pour cette saison 7. Sans doute un peu trop décousu pour moi, même si par ailleurs il présente de belles scènes de personnages. Comme les lignes les personnages se croisent et les bases de la suite sont posées. On attend de voir ce qui attend nos héros. Alors il semble acquis que Jamie, William, Ian et les autres vont se retrouver sur un champ de bataille. Claire est médecin, va-t-elle pouvoir exercer son art sans être empêchée par un monsieur je sais tout? Comment va évoluer la romance naissante entre Ian et Rachel? Comment William va-t-il pouvoir se racheter après l'échec de sa mission dans le Grand Marais? William et Jamie vont-ils se croiser, se rencontrer, se parler? Quel menu va choisir Roger pour le dîner avec Rob Cameron? Peut-être qu'un ragoût de rat serait approprié. Et que va-t-il advenir d'une Clavie? Qu'est-ce que Buck fait là? À ce stade, on se demande s'il est venu sciemment au XXe siècle parce qu'il cherchait Roger. Nous aurons quelques réponses dans l'épisode prochain. Je vous proposerai donc le décryptage l'année prochaine, au mois de janvier. Restez connectés sur mes réseaux sociaux pour la date de publication. Si tout va bien, il y a des chances que ce soit le 5 janvier, mais je vous confirmerai tout ça. En attendant, je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année, entourées de vos proches et des personnes qui vous sont chères. J'ai une pensée pour ceux qui vivent des moments plutôt difficiles en cette fin d'année, donc bon courage, tenez bon. À tout vite sur mes réseaux sociaux. À l'année prochaine pour la suite des décryptages. Prenez soin de vous.